Bonsoir à toutes et tous. Je suis Vimla Mayura, la responsable communication de l'Institut du Thorax. Bienvenue dans cet amphithéâtre Ricordo de la faculté d'odontologie de Nantes Université. Au nom de toutes les équipes de l'Institut du Thorax, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence à cœur ouvert. Pour rappel, cette soirée s'inscrit dans un cycle de 4 conférences qui ont lieu un mercredi par mois jusqu'en décembre. Et vous y êtes bien évidemment les bienvenus, même si je sais qu'un certain nombre d'entre vous êtes déjà inscrits pour l'ensemble du cycle, et je vous en remercie. À chacune de ces conférences, vous rencontrerez nos expertes et nos experts, des médecins, des chercheurs, des spécialistes des troubles du rythme cardiaque comme ce soir, du cholestérol comme en novembre, et des anévrismes cérébraux. À chaque fois, il s'agira d'un binôme, parce que réunir des médecins et des chercheurs, des équipes de soins, et des équipes de recherche, eh bien, c'est notre ADN à l'Institut du Thorax. Et à chaque rendez-vous, au-delà de leur métier d'enseignant, de médecin, de chercheur, mes collègues iront encore plus loin dans leur mission de service public pour partager leur expertise avec vous. Vous l'aurez compris, notre institut place les patients au cœur de la recherche, dans le domaine des maladies cardio-neurovasculaires, respiratoires et métaboliques, ici à Nantes, depuis déjà 20 ans. Et ces 20 ans, on les fête entre nous, mais aussi avec vous. Et donc, pour nos 20 ans, on voulait impérativement tisser du lien avec les citoyennes et les citoyens de notre territoire. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir nombreuses et nombreux ce soir, vous qui avez bravé la pluie et la tempête. On voudrait aussi adresser quelques remerciements donc à la faculté d'odontologie pour son accueil, à toutes les équipes qui nous soutiennent dans l'organisation de ces conférences, et dont vous voyez les logos ici en bas, avec ceux de nos tutelles, Nantes Université, le CHU de Nantes, l'INSERM et le CNRS. Et enfin, je voudrais adresser une pensée toute particulière à Camille Latuile pour le joli travail qu'elle a réalisé pendant son stage à mes côtés cet été. Il me reste à passer la parole à mes collègues qui vont vous présenter comment ils travaillent en rythme et avec tout leur cœur. Je vous souhaite une bonne conférence. Eh bien, merci Vimla pour cette belle introduction. Donc, nous allons vous parler, donc Nathalie qui est chercheuse à l'INSERM et moi qui suis médecin cardiologue rythmologue à l'hôpital Laennec, des troubles du rythme cardiaque. Donc l'idée c'est de vous apporter un peu une idée de ce qui se fait, à quoi correspondent ces troubles du rythme, et puis où en est la recherche et comment on peut avoir des projets qui partent de la clinique, d'un patient qui a une pathologie, jusqu'à des projets de recherche. Et puis, vous allez voir des modèles expérimentaux assez incroyables que Nathalie va vous présenter. Donc moi, j'ai la mission d'être cardiologue et spécialisé en rythmologie. Donc, on appelle ça un rythmologue. Quand je parle de mon métier, que je précise rythmologue, tout le monde ne connaît pas. Mais donc, du coup, l'idée, c'est que je vous apporte un petit peu de tout ça et puis que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est que les troubles du rythme. Alors, avant tout ça, vous avez tous forcément des horizons différents et des connaissances différentes sur la physiologie. Donc, je vais reprendre vraiment les bases de la physiologie cardiaque pour vous montrer déjà le cœur, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Quand on parle de troubles du rythme, ça peut être assez obscur. J'imagine que vous avez tous en tête que le cœur peut s'emballer, qu'il peut y avoir des arrêts cardiaques, etc. Mais c'est un domaine qui est ultra complexe et varié et avec des degrés de gravité complètement différents, puisque ça mérite une spécialité dédiée et une vie entière pour s'y connaître à ce sujet-là. Et donc, à partir de ces troubles du rythme, quelles sont les maladies qui existent? On va vous donner un peu une aperçu, même si évidemment en une heure on peut pas vous expliquer l'ensemble des pathologies cardiaques, pour aboutir à la recherche et vous montrer ce qui se fait.
Donc voilà, c'est un peu notre programme là pendant l'heure qui suit. Donc on va vous faire la présentation, puis après si vous avez des questions, il ne faudra surtout pas hésiter. C'est le moment, on est là pour ça. Alors, le cœur, de quoi on parle? Bon, vous avez peut-être tous ces souvenirs de sciences de la vie de la Terre ou de différents, on va dire, reportages que vous avez pu voir. Mais je remets les bases en place. Le cœur, disons que c'est un muscle qui se contracte et qui comporte différentes cavités qui permettent d'envoyer le sang oxygéné depuis les poumons vers les différents organes, les muscles qui prennent leur oxygène. Et le sang revient sans oxygène jusqu'au cœur du côté droit et pour aller de nouveau vers les poumons. Alors, comment ça se passe? C'est ce que vous avez ici avec des couleurs bien sûr qui sont schématiques. Mais le sang qui part des poumons, qui ne sont pas identifiés, mais ici, passe par des veines pulmonaires qui sont à cet endroit-là et qui vont permettre au sang de s'acheminer vers l'oreillette gauche qui est ici. Le sang passe d'une cavité, l'oreillette gauche, vers le ventricule gauche à travers une valve. C'est comme, on va dire, une soupape qui s'ouvre au moment où le sang doit passer. Et pour aller vers cette cavité qu'on appelle le ventricule gauche, puis aller vers un gros tuyau qui s'appelle l'aorte, vers les différents organes, et ça revient vers la veine cave inférieure et veine cave supérieure, l'oreillette droite, le ventricule droit qui se situe ici, et l'artère pulmonaire pour aller vers les poumons. Et c'est un cycle un peu éternel, on appelle ça la grande et la petite circulation. Pour vous donner quelques termes, quand le cœur se contracte, on parle de systole ventriculaire, c'est-à-dire la systole, c'est la contraction du cœur. Et quand le cœur se relâche pour se remplir, on parle de diastole, c'est la phase de remplissage. La cardiologie, c'est quelque chose d'assez large et en fait, à chaque moment de ce cycle cardiaque peuvent se situer des pathologies du remplissage et des pathologies de la force de contraction. Pour se contracter, tout ce système musculaire a besoin d'un influx électrique et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui et c'est ce qu'on va vous détailler. Il faut que cet influx électrique passe pour dire à la cellule musculaire « maintenant, il faut que tu te contractes ». Alors, quel est l'influx électrique qui passe dans le cœur? C'est comme les câbles électriques d'une maison. Pour que la lumière s'allume, il faut qu'il y ait un influx électrique qui passe. Eh bien, les câbles électriques de la maison du cœur, on va dire que c'est ceux qui vous sont représentés ici. Alors, c'est sur le schéma qui se situe à cet endroit-là. Et donc, disons le point de départ de l'influx électrique à l'intérieur du cœur part toujours du même endroit, d'un point de vue anatomique. Il part, si vous voulez, schématiquement du haut du cœur, là dans cette cavité qui s'appelle l'oreillette droite, pour suivre ensuite des câbles qui sont toujours les mêmes chez tout le monde et qui vont permettre à l'influx électrique d'être transmis jusqu'à différents câbles électriques qu'on appelle le nœud atrioventriculaire, puis le faisceau de His. Puis, il va y avoir une division de cet influx électrique qui progressivement va faire comme un réseau qui va venir amener l'influx électrique jusqu'aux cellules musculaires. Donc ça, c'est quand cet influx électrique passe, la cellule se contracte. Enfin, les cellules musculaires se contractent. Alors nous, en cardiologie, on a un moyen d'estimer et de voir si tout cet influx électrique est normal et fonctionne. On appelle ça l'électrocardiogramme. Vous en avez, pour certains, je sais que vous connaissez, mais pour d'autres, peut-être vous n'avez jamais passé d'électrocardiogramme au cours de votre vie. On place différents électrodes tout autour du thorax. Et à partir de ces différentes électrodes, ça nous permet de voir l'influx électrique qui passe à l'intérieur du cœur. Et donc, on a ce type d'enregistrement-là, et ça nous permet d'enregistrer si l'influx qui passe à travers ce nœud sinusal, ce nœud atrioventriculaire, le faisceau de His, etc., fonctionne bien. La morphologie que vous pouvez voir ici, c'est la morphologie qu'on a l'habitude de voir. Peu importe les termes, on appelle ça une onde P, un QRS. Et chaque partie de ces ondes correspond à un moment du passage de l'influx électrique à travers les cavités cardiaques. Vous m'entendez bien? Parce que,
Alors après, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer que c'est ultra complexe. Et globalement, quand l'influx électrique passe, il y a tout un échange d'ions, sodium, calcium, qui vont permettre un relargage de calcium de manière très importante à l'intérieur des cellules musculaires et par chaîne d'action aboutir à la contraction des cellules musculaires. On appelle ça le couplage excitation-contraction. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr. Alors maintenant, je vous ai posé un peu les bases du fonctionnement normal du cœur. Qu'est-ce qu'un trouble du rythme? Un trouble du rythme, j'ai mis la définition de ce que c'est qu'un trouble du rythme, disons, c'est la variation anormale du rythme et donc des battements du cœur qui perturbent son bon fonctionnement. C'est une définition ultra large. Alors, quand on est patient, quels sont les symptômes qui peuvent permettre de dépister ces troubles du rythme et qui peuvent permettre d'aboutir à la nécessité de rechercher à avoir une consultation chez un cardiologue ou chez son médecin, par exemple. Eh bien, premièrement, parfois, il y a des troubles du rythme qui n'entraînent aucun symptôme. Donc là, je n'espère pas que Léon Marchand a des troubles du rythme, mais vous l'avez peut-être reconnu, ça ne l'empêchera pas d'être champion olympique. En revanche, de temps en temps, effectivement, il peut y avoir des symptômes, et des symptômes plus ou moins graves, et à partir de ces symptômes, c'est très important de consulter pour voir s'il y a ou pas ces troubles du rythme. Donc, parmi les symptômes, il peut y avoir des malaises, c'est-à-dire une perte de connaissance brutale, voire des morts subites. Vous avez peut-être vu passer ça dans les journaux, ce joueur de foot qui avait perdu brutalement connaissance sur un terrain de foot. Bon, ça, c'est un des exemples de troubles du rythme graves qui peut exister. Et ensuite, il peut y avoir d'autres manifestations moins connues, mais malheureusement, c'est dommage parce que ça permettrait de beaucoup mieux dépister ces pathologies. Des palpitations. Alors, les palpitations, on a souvent cette image-là de quelqu'un qui met sa main sur la poitrine. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est l'impression de sentir son cœur qui s'accélère. Alors, il n'y a pas forcément de douleur associée. C'est possible, mais pas forcément. C'est l'impression que le cœur s'accélère. Je tiens à vous rassurer quand même, il y a des accélérations qui sont normales, donc ce n'est pas parce qu'on sent son cœur qui s'accélère que c'est anormal. Mais malgré tout, ça peut mériter d'avoir un bilan dédié. Et enfin, l'essoufflement, donc ça parle à tout le monde. À partir du moment où on est plus essoufflé dans ses activités de la vie quotidienne, ça peut être le signe d'une arythmie, donc d'un trouble du rythme cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'un trouble du rythme? Donc, c'est des anomalies de la propagation de l'influx électrique à l'intérieur des cavités cardiaques. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs types différents. Et donc, je vais essayer de vous montrer un peu des exemples de troubles du rythme. J'ai bien conscience que c'est ultra technique, mais l'idée, c'est de vous apporter un peu, et surtout, vous ayez une vision de ce qu'on fait et comment on visualise ces troubles du rythme. Déjà, il est important de savoir que chaque cavité cardiaque dont je vous ai parlé avant, les oreillettes gauche, ventricule gauche, oreillette droite, ventricule droit, peuvent être le lieu de troubles du rythme. Donc déjà, c'est un domaine assez varié. Et ensuite, ces troubles du rythme, et dans leur visualisation et dans leur compréhension, il y en a dont on peut identifier le mécanisme, nous, en tant que rythmologues, et il y en a d'autres où on a vraiment besoin de nos collègues chercheurs pour nous permettre de les comprendre, parce qu'on n'a pas d'outils diagnostiques à l'hôpital pour comprendre leur physiopathologie. Je vais commencer par vous montrer ce qu'on comprend en tant que cardiologue et grâce aux techniques interventionnelles. Donc en gros, quand quelqu'un se plaint de palpitations ou de malaise et on a identifié que le cœur s'accélérait, on a identifié des troubles du rythme, on peut être amené à aller à l'intérieur du cœur avec un certain nombre de cathéters. C'est comme des petits fils qu'on passe, alors ne prenez pas peur pour ceux qui ne connaissent pas, mais on passe des petits fils par la veine fémorale et on remonte comme ça jusqu'à l'intérieur du cœur sans forcément nécessiter que les patients soient endormis, ils sont complètement conscients.
on va dire l'équivalent d'une prise de sang, bien sûr, avec des cathéters un peu plus gros qui passent par la veine fémorale, et on remonte jusqu'à l'intérieur du cœur. Là, vous avez l'exemple de la table d'examen où on passe par cet endroit-là et les cathéters remontent à l'intérieur du cœur. On se localise avec des systèmes de radiographie et des systèmes de guidage, on va dire, comme un système magnétique, comme un GPS, si vous voulez, qui nous permet de voir comment l'influx électrique passe à l'intérieur du cœur. Alors, je vous montre ici quelques exemples d'anomalies du rythme cardiaque. Je vous ai montré tout à l'heure quand l'influx passe par les câbles électriques normaux. Eh bien, premièrement, ce qui peut se passer quand il y a un emballement de cette fréquence cardiaque, et admettons quelqu'un qui sent que son cœur s'accélère, d'un seul coup, ça fait boum, boum, boum à 150, 160. La première chose qu'on peut voir, c'est un circuit qui tourne en boucle, c'est-à-dire que l'influx électrique tourne en boucle à l'intérieur du cœur, dans un lieu où il ne devrait pas tourner en boucle. Je vous ai mis quelques images. Bien sûr, c'est très complexe, mais ici, par exemple, c'est des images où vous voyez l'influx électrique qui passe à l'intérieur d'une oreillette, donc l'oreillette gauche particulièrement, je vous rappelle, c'est celle qui permet d'amener le sang depuis les veines pulmonaires. C'est donc un patient qui ressentait des palpitations, et quand on met les cathéters à l'intérieur du cœur, on arrive à identifier la propagation de l'influx électrique à l'intérieur du cœur. Et donc vous voyez cette propagation de l'influx électrique qui tourne, vous suivez ma souris et puis vous voyez l'influx passer, autour de ce rond-là, et ce rond, ça correspond à la valve mitrale, c'est-à-dire la soupape qui est entre la cavité qui est l'oreillette et le ventricule. Tout ça pour vous montrer que vous voyez bien qu'ici, il y a un influx électrique qui tourne autour de cette structure anatomique. Et donc, cet influx électrique qui tourne autour de la structure anatomique est complètement anormal. Et c'est ce qui est responsable des palpitations chez le patient. Et donc, ça nous permet de localiser d'où il vient et puis d'aller faire des cautérisations sur une des localisations de cet influx électrique pour pouvoir restaurer le rythme normal. Donc ça, c'est dans une cavité qui s'appelle l'oreillette. Un autre exemple de ces circuits qui tournent en boucle au niveau des ventricules. Donc là, c'est la même chose, si vous voulez, mais au niveau du ventricule gauche. Vous voyez qu'il y a de nouveau un influx électrique qui tourne en boucle à cet endroit-là. Hop, je vous le remets la vidéo au début. Vous voyez ce rouge-là, cet influx qui tourne autour de la ligne rouge que vous voyez ici. Bien sûr, c'est complexe, mais par exemple, pour cette cavité ventriculaire, c'est responsable d'arythmies qui sont beaucoup plus dangereuses. C'est quelqu'un qui avait perdu connaissance. C'est chez des gens, par exemple, qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, on peut avoir ces circuits qui tournent en boucle à l'intérieur du cœur. Un autre exemple, cette fois-ci, ce ne sont pas des circuits qui tournent en boucle, mais c'est un foyer électrique qui va s'activer dans un lieu où ça ne devrait pas. Là, cette fois-ci, c'est chez un patient qui n'est jeune, 25 ans, qui ressent des extrasystoles, comme des battements anormaux ressentis sous la forme de « Ah, je suis un peu gêné le soir ». Son cœur est parfaitement normal anatomiquement, mais c'est gênant. Et donc on peut être amené à aller localiser ces battements en plus, si vous voulez, pour aller les retirer. Donc un exemple de ça, où là vous avez une cavité qui s'appelle le ventricule droit, c'est celle qui amène le sang, cette fois-ci, vers l'artère pulmonaire et vers les poumons. Et on voit que là où c'est rouge, c'est là d'où l'influx part, et ça ne devrait pas du tout, parce que l'influx électrique devrait arriver des oreillettes pour aller vers les ventricules. Là, il y a un influx électrique qui vient du ventricule droit lui-même. C'est complètement anormal. Et donc, on localise comme ça cet influx électrique pour aller le cautériser. Voilà. Donc, des exemples d'arythmies qu'on peut localiser par les techniques interventionnelles en rythmologie. Hop. Mais parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette diapo, mais Nathalie va vous parler de tout ça. On a besoin vraiment d'aller faire des mesures sur une cellule ou sur un ensemble de cellules, vous verrez, pour voir ce qui se passe et voir les anomalies électriques. Bon, un exemple disons
de cas de la vie de tous les jours pour nous en tant que cardiologue et rythmologue. C'est pour vous raconter l'histoire d'une patiente qui avait 35 ans et une patiente qui n'avait, pour ainsi dire, jamais eu de suivi médical particulier, très sportive, triathlète, 2 enfants de 6 et 12 ans, non pas 3, pardon, qui, au cours d'un effort de trail, a une sensation de malaise très intense et perd quasiment connaissance. Et donc, le SAMU est appelé et la patiente est à une fréquence cardiaque très rapide, aux alentours de 180 battements par minute. Et donc, cette patiente est adressée aux soins intensifs de cardiologie. Donc, la cardiologie actuellement est située à l'hôpital Laennec. Donc, on travaille typiquement, c'est des exemples de motifs d'entrée en hospitalisation en cardiologie. Et donc cette patiente vient et quand on l'interroge, il y a quand même une histoire dans la famille particulière puisqu'elle a perdu sa sœur qui elle-même faisait un effort de vélo à 22 ans. On sait qu'il y a eu des notions de décès à des âges jeunes chez les grands-parents. Ton grand-père est décédé à l'âge de 45 ans. Donc pour nous, c'est quand même des critères qui nous portent à une grande prudence, puisqu'on sait qu'il y a certaines maladies qui ont une part génétique, c'est-à-dire que plusieurs membres d'une même famille peuvent avoir la présence de ces troubles du rythme. Donc un exemple ici de comment et quels outils on utilise pour, à partir de cette patiente qui arrive un peu dans un état d'urgence aux soins intensifs de cardiologie, on peut aboutir à un diagnostic d'une cardiopathie particulière. Donc, premièrement, on utilise les électrocardiogrammes. Je vous ai montré les enregistrements électriques qu'on faisait tout à l'heure. On utilise cet enregistrement électrique et on voit qu'il y a un influx électrique très 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 rapide. L'influx électrique à l'intérieur du cœur, là, on est aux alentours de 180 battements par minute. C'est complètement anormal. Lors de la présence du malaise, alors on a différents moyens pour bien sûr restaurer le rythme à la normale, mais pendant la sensation de malaise, on a ce type d'enregistrement-là. Alors après, parmi les outils qu'on utilise, il y a des examens biologiques où on va tester différents gènes qui peuvent être responsables de ces pathologies-là, et des outils d'imagerie où on va regarder la morphologie du cœur. Alors dans certains cas, la morphologie du cœur peut être entre guillemets anormale, et dans d'autres maladies rythmiques, la morphologie du cœur est complètement normale. C'est-à-dire qu'on peut faire un dépistage chez quelqu'un qui a cette pathologie à un temps donné et on ne la diagnostiquera pas forcément. C'est toute la difficulté de ce type de pathologie. Ici, en l'occurrence, je vous ai montré un exemple d'une de ces pathologies qui s'appelle la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Et donc l'échographie, c'est par des ultrasons, on mesure les cavités cardiaques. Et donc, je vous demande de me croire sur parole. Ici, c'est la cavité ventriculaire gauche. Ici, c'est la cavité ventriculaire droite. La cavité ventriculaire gauche est ici. Ici, c'est la cavité ventriculaire droite. Et normalement, la cavité ventriculaire droite est beaucoup plus petite par rapport au ventricule gauche. Et dans cet exemple, le ventricule droit est plus gros que la normale et c'est le lieu de ces anomalies du rythme cardiaque. Donc ça nous permet de faire le diagnostic chez cette patiente de cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Alors, pour vous expliquer, pour vous donner un ordre d'idée, on va dire, des noms de ces différentes cardiopathies, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est vrai que ça ne fait pas partie des cardiopathies, des maladies génétiques qui sont très relayées dans les médias, mais c'est tout l'objet de ces conférences. Et donc, pour vous en ayez entendu parler, je trouve que c'est important. Il y a le syndrome de Brugada, le syndrome du QT long, les TV catécholergiques et les cardiopathies arythmogènes. Tout ça, c'est des anomalies qui peuvent entraîner dans plusieurs membres d'une même famille des histoires de malaise, voire de décès précoces. Alors, comment on traite ces patients-là ? Eh bien, il y a bien sûr plusieurs éléments de la prise en charge. Il faut savoir qu'on a actuellement
alors il y a bien sûr beaucoup de recherches à ce sujet-là, mais il n'y a pas de traitement curatif au sens on prend un traitement un jour et on est guéri de cette maladie. C'est quelque chose qu'on a en soi. On a différents éléments qui nous permettent de soulager les symptômes et d'éviter les risques de récidive de ces malaises graves, mais pas de traitement qui permette d'enrayer à jamais cette maladie. On espère justement que la recherche nous permettra ça à terme. Donc souvent, ça entraîne des nécessités de revoir la vie d'un point de vue général. Hein, quand on a 35 ans, qu'on est sportif, on doit avoir dans ce type de pathologie-là une restriction sur l'activité sportive. Donc c'est toujours, pas forcément évident, bien sûr, pour la personne qui accueille cette nouvelle. Et donc il y a un apport psychologique à avoir, une réhabituation de son activité quotidienne par rapport à cette activité physique. Il y a différents médicaments, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui permettent d'éviter que ces troubles du rythme reviennent. Et puis il y a des prises en charge plus interventionnelles, donc le défibrillateur cardiaque et l'ablation des troubles du rythme. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors le défibrillateur cardiaque, bon là c'est des images un peu impressionnantes, je suis désolé, d'un collègue de chirurgie cardiaque qui m'a gentiment montré cette vidéo d'une défibrillation, c'est-à-dire pour une arythmie cardiaque, quand le cœur s'emballe, envoyer un choc électrique pour que le cœur revienne à un rythme normal. Donc ici c'était pour une arythmie qui venait des oreillettes, donc pas avec un risque vital immédiat, mais qui est arrivé au cours d'une chirurgie cardiaque. Donc c'est un patient qui a le thorax ouvert et vous voyez le cœur battre de manière irrégulière. Et le chirurgien va amener des palettes pour envoyer une décharge électrique et vous voyez que le cœur bat de manière irrégulière là. Il va amener des petites palettes, en regard du cœur, puis délivrer un choc électrique qui va permettre, vous allez voir, de remettre la fréquence. Vous voyez que là, les battements sont complètement anarchiques. Ça fait tac, tac, tac. Ah. Ça va arriver. Normalement. Voilà. Vous voyez, il y a eu un choc électrique et paf, le cœur s'est complètement ralenti après. Je vous le remets. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est impressionnant, c'est au cours d'une chirurgie cardiaque, c'est des conditions complètement particulières. La difficulté, c'est que ces patients qui ont fait ça à un moment qui est complètement, inestimable. On ne sait jamais, on ne peut pas prédire de manière certaine quand est-ce que ça va arriver. Et donc pour les protéger, il existe la possibilité d'implanter ce type de matériel-là, mais qu'on garde toujours sur soi, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle des défibrillateurs implantables, qui ont la capacité de faire la même chose que vous avez vu, et il y en a différents types. Il y a des défibrillateurs qu'on appelle endocavitaires, c'est-à-dire qu'on implante un petit boîtier là qui a la possibilité d'envoyer le choc électrique, qui est relié à des sondes qui passent à l'intérieur des vaisseaux et qui vont à l'intérieur du cœur. Et ces sondes reconnaissent par elles-mêmes quand le cœur s'emballe et peuvent délivrer ce choc électrique en cas d'anomalie imprévue. La même chose ici, mais cette fois-ci sous la peau. Vous voyez qu'il y a cette petite, il y a quand même le boîtier qu'on voit sous la peau avec une sonde qui passe devant le thorax et ça permet de reconnaître encore une fois la présence de ces troubles du rythme et puis de délivrer des thérapies si nécessaire. Donc bien sûr, c'est toujours quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un, d'accueillir du matériel sur soi qu'on garde pour la vie. Donc il faut pouvoir accepter ça, mais c'est un peu l'ange gardien pour ces troubles du rythme graves de ces patients. L'autre possibilité, c'est de faire dans une salle interventionnelle comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, en passant par la veine fémorale, en passant par différents moyens, d'aller cautériser des endroits qui sont responsables de ces emballements de l'influx électrique.
Alors pour cautériser les influx électriques qui sont responsables de ces arythmies, il faut savoir d'où ils viennent. Et disons que ça dépend de chaque pathologie. Et il n'y a pas toujours possibilité de localiser l'influx électrique dans une cellule musculaire plus que l'autre. Parfois, c'est l'ensemble des cellules myocardiques qui ont, entre guillemets, l'anomalie électrique. Et nous, en allant brûler des circuits électriques anormaux, on ne sera pas efficace. Il faudra vraiment localiser l'endroit d'où ça vient de manière spécifique. Donc dans certaines pathologies, c'est possible et dans d'autres non. Et c'est là que, effectivement, l'intérêt de la recherche existe. Donc j'en viens à ma dernière diapo. Pourquoi la recherche ? Déjà pour améliorer la compréhension de toutes ces pathologies-là. Si on les comprend mieux, on les traite mieux, et au final, c'est mieux pour les patients, bien sûr. Aboutir, in fine, c'est notre rêve pour toutes ces pathologies-là, un traitement curatif et pouvoir leur dire le défibrillateur et toutes les ablations, ces interventions-là, on évite. Ça serait notre rêve, bien sûr. Il y a de la recherche clinique sur, effectivement, d'un patient à l'autre, quel risque il a de récidiver. Peut-être qu'il a fait ça une seule fois, cet événement dans sa vie, mais que ça ne reviendra pas. Alors qu'un autre patient, ça va récidiver 1 mois plus tard. Donc il y a toute une identification de facteurs de risque de présenter ces troubles du rythme. Et puis, bien sûr, un patient dans une famille a ça, mais dans la famille, quel dépistage on va apporter à ses enfants, à ses frères et sœurs qui, eux, n'ont jamais rien eu de leur vie, et quelle prévention on va leur apporter. Ils se sentent bien, ils n'ont jamais fait de problème. Est-ce qu'on va discuter d'un défibrillateur ou non? Ça, c'est vraiment des questions, c'est du cas par cas, et on a besoin que la recherche avance pour pouvoir apporter des réponses spécifiques à chaque patient. Donc c'est un réseau très très large. Je vous présente ici donc le réseau Cardiogène. Donc en gros, on a la chance à Nantes d'être un des centres de référence dans les recueils génétiques de ces pathologies-là. Il y a 3 centres en France, Paris, Nantes et Lyon. Et on est, si vous voulez, un recueil de plusieurs centres qui nous envoient leurs prélèvements génétiques pour qu'on puisse centraliser toutes ces demandes. Et les centraliser, étant donné que c'est des pathologies rares, ça nous permet de mieux les comprendre, bien sûr. Et il y a un pont permanent entre nous, là je vous ai présenté la partie recherche clinique, et la partie recherche beaucoup plus fondamentale. Et donc je vais laisser la parole à Nathalie pour vous présenter des exemples de ce qui se fait pour approcher les modèles d'études sur ces pathologies-là. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok. Donc je suis Nathalie Gabory, je suis chercheure au CNRS et je travaille à l'Institut du Thorax, donc partie centre de recherche. Alors moi j'ai pris le parti de commencer par vous présenter un peu ce que c'est le parcours d'un chercheur, parce que j'ai pensé que ça pouvait être finalement assez flou. Qu'est-ce qui compose le parcours d'un chercheur? Comment on devient chercheur? Et je vais l'illustrer à travers mon parcours qui est somme toute assez classique et assez représentatif des parcours de chercheurs. Donc ce que je dirais déjà, c'est que c'est un parcours qui ressemble un peu à un marathon quand même. Faut aimer courir derrière les diplômes, faut aimer courir derrière les concours, et c'est assez long comme parcours, mais c'est aussi assez varié et super intéressant. Donc j'ai commencé par un doctorat, après quand même 5 ans d'études en fac. J'ai entamé un doctorat que j'ai fait à l'Institut du Thorax, et dès mon doctorat, j'ai commencé à étudier l'activité électrique cardiaque, et j'utilisais à ce moment-là des échantillons de cœur humain. Donc c'était un moment où on pouvait récupérer, après une chirurgie cardiaque, j'allais récupérer des petits échantillons de cœur qui étaient considérés comme des déchets opératoires. Et puis ensuite, et ça c'est assez classique dans le parcours d'un chercheur, je suis partie en post-doctorat à l'étranger. Donc je suis partie aux États-Unis, à San Francisco, dans un grand institut de recherche pendant 5 ans. Et là, cette fois-ci, j'ai continué à étudier l'activité électrique cardiaque, mais avec des modèles de souris. Et puis je suis revenue, parce que j'adore l'Institut du Thorax, évidemment. Je suis revenue en 2012
pour pouvoir plus précisément m'installer en tant que chercheur. Donc j'ai passé, chercheuse en l'occurrence, j'ai passé les concours de chercheur au CNRS et j'ai obtenu mon premier concours. Donc là, on commence en tant que chargée de recherche. Et ça m'a permis d'installer un nouveau pan de ma recherche qui consistait à étudier cette fois-ci l'activité électrique cardiaque avec des modèles de cellules de cœur humaines. Et c'est ça dont je vais vous parler. Et comment j'ai réussi à mettre ça en place? C'est notamment en ramenant, c'est un peu imagé, mais en ramenant dans mes bagages tout un tas de connaissances que j'avais obtenues pendant mon post-doctorat. Ça ne s'arrête pas là, hein, parce que en 2021, j'ai repassé un autre concours, le dernier diplôme qu'on peut obtenir, qu'on appelle l'HDR, ou Habilitation à diriger des recherches, qui permet de diriger en autonomie des étudiants en thèse. Et puis, breaking news, hein, le grand chelem continue, puisque en 2022, j'ai obtenu la médaille de bronze du CNRS et l'année dernière, le concours de directrice de recherche. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu l'idée de... voilà, on est tout le temps en train d'évoluer et on évolue sur où est-ce qu'on fait notre recherche. Qu'est-ce qui constitue notre recherche? La recherche évolue en permanence, les sujets évoluent en permanence. Et donc, aussi, nos fonctions évoluent beaucoup. Et c'est ça qui est passionnant, évidemment. Alors, si on fait un petit bilan, déjà, bien qu'on commence juste la présentation, être chercheur, c'est évidemment chercher sur des sujets de recherche, en termes de projets, mais c'est aussi chercher de l'argent pour les financer. Ça, c'est un point majeur de mon activité. Alors là, en l'occurrence, si on fait le bilan, j'ai pu financer plus de 10 programmes de recherche. Ça représente à peu près 1 million d'euros. Pour certains, ça va beaucoup plus haut que ça. C'est pour vous dire que la recherche, ça coûte très cher aussi. Et puis, on cherche aussi à publier nos recherches, publier nos résultats pour que l'entièreté de la communauté scientifique mondiale ait accès aux résultats. Comme ça, tout le monde avance sur un pied d'égalité et tout le monde avance dans le même sens. Comme on dit au CNRS, en fait, l'idée, le but du chercheur, c'est en fait de repousser les frontières de la connaissance. Donc il y a une frontière, à l'intérieur, il y a ce qu'on connaît, qui nous intéresse moins, du coup. Et puis, à l'extérieur de cette frontière, il y a ce qu'on ne connaît pas. Et ce qu'il faut, c'est arriver à repousser la frontière de ce qu'on connaît. Alors, donc, pourquoi étudier le cœur? Pourquoi je me suis lancée là-dessus? Parce que, d'abord, le cœur, c'est vraiment central, dans le sens où c'est déjà le premier organe qui est formé au cours du développement embryonnaire. Et sa fonction principale, c'est de faire circuler le sang dans l'ensemble du corps. Et pour ça, il utilise sa fonction de pompe, comme vous a dit Damien. Et cette fonction donc, de pompe, elle est liée au fait qu'il y a des battements cardiaques. Alors, un cœur qui bat normalement, je crois que c'est à peu près 80 battements par minute, et chaque battement est lié donc à une onde électrique qui traverse le cœur. Et là, Damien vous a bien expliqué, je vais mettre pointeur, vous a bien expliqué que l'onde électrique doit suivre un chemin bien spécifique pour que le battement se fasse de manière optimale et bien coordonnée et que donc le sang parte de manière efficace dans l'ensemble du reste du corps. Donc lorsque cette activité électrique du cœur, qui est donc le garant d'une bonne fonction cardiaque, donc, se passe normalement, on trouve un tracé d'électrocardiogramme qui est, on dit, normal, et donc qui est de ce type-là. Et malheureusement, de temps en temps, on peut avoir des anomalies dans l'activité donc électrique du cœur, une activité totalement anarchique qui va mener à des contractions totalement anarchiques. Et sur l'ECG, effectivement, on voit de la même manière que le tracé est complètement perturbé. Donc,
on voit bien que c'est essentiel d'étudier les mécanismes qui contrôlent l'activité électrique cardiaque. Alors, une des causes de ces troubles du rythme cardiaque, on dit aussi troubles du rythme cardiaque, une des causes majeures, donc, ce sont les anomalies génétiques. On appelle ça les mutations génétiques qui arrivent au niveau de l'ADN et qui entraînent des fonctionnements anormaux du cœur. Et dans le cas des troubles du rythme cardiaque, donc là j'ai pris l'exemple illustratif d'un individu contrôle et d'un patient qui lui est donc malade, une mutation génétique, c'est-à-dire que normalement ici ce serait un G et à la même position sur l'ADN, le malade a un A à la place. Eh bien, ces mutations, souvent dans les troubles du rythme, touchent des gènes qui sont des canaux ioniques. Les canaux ioniques, qui sont donc des petites structures dans les cellules de cœur qui laissent passer les ions, qui laissent passer l'influx électrique. Okay ? Et donc, on peut imaginer que du fait de cette seule mutation, une seule base de l'ADN, eh bien, ce canal ionique fonctionne mal et peut rester, par exemple, fermé. Et donc, il n'y a plus d'influx qui passe ou l'influx passe mal. Et ça entraîne un trouble du rythme. Donc, mon sujet de recherche, ce que j'étudie, moi, c'est d'essayer d'identifier les mécanismes qui sont à l'origine des troubles du rythme cardiaque. Alors, évidemment, une des manières de faire ça, ce serait d'étudier des cellules de patients atteints, des cellules de cœur de patients atteints de cette maladie, de voir ce qui fonctionne mal pour essayer de proposer des traitements. Mais on est tous d'accord ici que c'est quand même très compliqué d'obtenir des cellules de cœur d'un patient. Et puis comme pour savoir ce qui se passe quand ça va mal, il faut aussi savoir ce qui se passe quand ça va bien à côté, c'est encore bien plus dur d'obtenir, évidemment, voire impossible d'obtenir des cellules de cœur chez quelqu'un qui va bien. On est d'accord. Donc l'idée qu'on a eue, c'est d'essayer d'utiliser, d'avoir un modèle qui permettait de reproduire dans des boîtes de culture en laboratoire, reproduire des cellules de cœur qui mimaient les anomalies du rythme des patients. Okay ? L'autre élément qu'on voulait avec notre modèle d'étude, eh bien, c'est que ce soit une approche personnalisée, parce que chaque maladie, chaque malade est différent. Chacun a sa spécificité au niveau génétique, au niveau de l'âge, au niveau du sexe. Et ça, c'était hyper important de le prendre en compte dans l'étude, dans nos études, dans nos modélisations de maladies. Et donc, on a fait le choix d'utiliser un modèle que je vais vous décrire, un modèle qui s'appelle les cellules souches pluripotentes induites, ou IPS. Alors, vous pouvez retenir le mot IPS, c'est ce que je vais beaucoup utiliser. Mais on voit tout de suite donc, dans le mot, donc le mot cellule souche. Alors les cellules souches, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais vous en connaissez. Et vous en connaissez, il y en a même que vous mangez très régulièrement. Une cellule souche très classique, c'est l'œuf. Okay ? Et l'œuf, c'est une seule cellule qui, en 21 jours, en seulement 21 jours, va de manière donc extrêmement efficace réussir à se transformer et à évoluer pour pouvoir donner un individu aussi complexe qu'un poussin. Alors évidemment, du coup, il y a un autre type de cellule souche qu'on connaît bien, c'est l'ovule qui fusionne avec un spermatozoïde. Et cette fois-ci, c'est en 9 mois qu'il permet d'obtenir donc un individu, là encore extrêmement complexe évidemment, qui est un nouveau-né. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est lié au fait que les cellules souches, ici au centre de la diapo, elles ont cette capacité à se transformer pour donner tous les types cellulaires du corps humain, tous les organes du corps humain, dont le cœur. Okay ? Donc ça, c'est super intéressant pour nous, puisque ça veut dire qu'en laboratoire, si on a des cellules souches, finalement, on peut faire du cœur, donc ce serait formidable. Le problème, c'est que obtenir des cellules souches, c'est très compliqué.
D'abord, chez un individu adulte, il y en a très très peu. Donc ça, on peut presque abandonner cette idée-là. L'autre méthode plus classique pour obtenir des cellules souches est liée à la destruction d'embryons surnuméraires qu'on génère pour des fécondations in vitro et pour lequel le projet parental est abandonné. Mais évidemment, c'est éthiquement très contrôlé et c'est donc très très difficile, même pour un chercheur, d'obtenir ce type de cellules. Alors sachant ça, il se trouve que il y a un chercheur qui était justement à la paillasse à côté de moi pendant mon postdoctorat à San Francisco, qui a réfléchi à ce problème-là et qui s'est dit, bon, pourquoi est-ce que plutôt que de partir de cellules embryonnaires, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas quand même d'un individu adulte qui peut donner son consentement, chez qui on pourrait récupérer des cellules qui sont très faciles à récupérer, des cellules de sang, des cellules d'urine par exemple, et puis on force leur destin cellulaire, on leur fait prendre une cure de jouvence et on les ramène à l'état de cellules souches, à l'état d'un équivalent de la première cellule qui a permis d'obtenir cet individu. Et puis ensuite en laboratoire, comme on savait le faire depuis longtemps, on sait qu'on pouvait repartir de ces cellules donc iPS pour faire des cellules de cœur, les retransformer à nouveau. Donc c'est un cycle de 2 transformations et il faut bien imaginer qu'en partant d'un simple échantillon de sang, par exemple, eh bien on peut faire en laboratoire des cellules de cœur qui sont très proches des cellules de cœur de notre patient et qui présentent, qui miment au moins certains aspects de la maladie du patient. Alors, cette personne qui a découvert cette technologie révolutionnaire, c'est Shinya Yamanaka, qui a obtenu le prix Nobel de médecine en 2012 pour cette découverte. Alors, comment ça se passe en laboratoire? Donc, on les cultive, comme je vous disais, dans des plaques de culture. On ne les voit pas à l'œil nu. On les nourrit, vous voyez, chaque jour, là, avec un milieu rose, là. On leur donne tout un tas d'éléments qu'elles aiment pour pouvoir bien pousser, pour pouvoir bien grandir. On les cultive dans des conditions extrêmement stériles. Et puis, pour les voir, eh bien, on utilise donc des microscopes. Et voilà ce qu'on voit. Donc, les cellules iPS qu'on obtient donc après la première transformation, vous avez un exemple ici. Alors ça, ce n'est pas une seule cellule, c'est en fait plein de petites cellules, des centaines de cellules qui sont agglutinées les unes contre les autres. Elles adorent être les unes à côté des autres. Et puis, en à peu près 30 jours, on fait donc cette deuxième transformation et vous voyez que les cellules ont complètement évolué. Elles se sont multipliées d'abord. Et puis, elles forment une sorte de réseau de cellules qui battent de manière synchronisée et spontanée, comme des cellules de cœur. Donc ça, c'est une méthode qu'on appelle de transformation, de différenciation en 2 dimensions. Mais on a une autre méthode. Voilà, je pense qu'il faut que je... Pardon. Une autre méthode beaucoup plus récente, là, depuis l'année dernière, qui consiste à les différencier en 3 dimensions, c'est-à-dire en petits organoïdes. Donc là, on est encore bien plus proche du tissu cardiaque lui-même, de la structure cardiaque. Et en fait, chaque organoïde peut représenter l'une des parties du cœur humain. Comme disait Damien, un ventricule ou une oreillette. Donc ça devient très puissant pour nos études. Alors ça, c'est un récap un peu de tout ce qu'on a fait avec notre équipe depuis 2012, de tous les études de pathologie du rythme qu'on a pu faire. Et puis, je vais juste... Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, on s'attaque beaucoup à des pathologies qui touchent la partie basse du cœur et différents endroits quand même de la partie basse du cœur. Et je vais juste illustrer rapidement certains résultats qu'on a pu obtenir avec le syndrome du QT long ou LQT. Alors, le syndrome du QT long, donc c'est un trouble du rythme cardiaque qui peut mener à la mort subite cardiaque.
C'est très rare, hein, ça touche à peu près une personne sur 2000. Et on l'appelle syndrome du QT long parce que on le repère par mesure de l'intervalle QT, c'est-à-dire l'intervalle qu'il y a entre l'onde Q sur le CG et la fin de l'onde T sur le CG. Et chez un patient, eh bien, cet intervalle ici, eh bien, elle est prolongée anormalement. Et ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du cœur, eh bien, au niveau des cellules du cœur, c'est lié à une anomalie du profil électrique global des cellules du cœur. En fait, le profil normal, le profil global électrique, il est comme ça, là, en noir. Et quand on a un syndrome du QT long, eh bien, il est anormalement prolongé. Et c'est souvent lié à une anomalie dans un canal ionique. Donc pour cette étude, on est parti d'une famille qui est suivie par les cliniciens de l'Institut du thorax, ce qui me permet de réinsister sur le fait qu'on ne peut pas travailler, nous, en recherche, sans aussi les cliniciens. On est vraiment main dans la main pour pouvoir faire ce type de choses, hein. Donc on est parti de cette famille-là. Ici, donc c'est l'arbre généalogique. Les femmes sont illustrées par des ronds et les hommes par des carrés. En blanc, les personnes qui sont non porteurs de mutations et non malades. Et en gris, les porteurs de mutations mais pas malades. Et en noir, porteurs de mutations et malades. On revient au fait que c'est très important d'avoir des modèles personnalisés, hein, parce que ça reste quand même très complexe, même au sein d'une même famille. Alors, donc, on est parti donc, de 2 individus de cette famille. Donc, le fils ici qui est malade et qui porte une mutation dans un canal ionique, et puis sa maman qui, elle, n'a aucun problème de santé. On a récupéré des échantillons d'urine de ces 2 individus, on a fait des IPS et puis on les a transformés pour faire de l'eau de cellules cardiaques, des cellules normales, donc contrôle, qui proviennent de la maman, et des cellules qui portent la mutation, donc, et qui provenaient donc, des IPS du fils. Alors la première question qu'on a eue, c'était de savoir si on arrivait à récapituler le profil anormal, l'élément caractéristique du QT long, qui est la prolongation anormale du profil électrique global dans les cellules cardiaques. Donc on a enregistré ce profil électrique dans les cellules de cœur de la maman et de son fils, et on voit bien qu'effectivement, on a une prolongation anormale du profil électrique global dans les cellules qui portent la mutation. Le nouveau challenge auquel on s'attaque, c'est maintenant d'essayer de corriger la mutation qui est responsable de la maladie pour savoir si on arrive à corriger les éléments fonctionnels anormaux qu'on analyse, nous, pendant nos études. Donc, si on part ici à nouveau, on a donc les cellules contrôle, les cellules de notre patient qui présentent la mutation et pour lequel il y a des anomalies de l'activité électrique. Et l'idée, c'est sur ces cellules de patient, eh bien, changer donc cette base anormale ici de l'ADN, la A, pour remettre un G comme dans la situation normale et voir si est-ce que ça corrige bien la fonction, est-ce que ça corrige bien les anomalies du canal ionique et est-ce que globalement ça corrige bien le profil d'activité électrique. Alors, je vous montre juste de quoi ça a l'air. D'abord, c'est quand même, donc on appelle ça les ciseaux génétiques, cette technique. Ça a permis d'obtenir le prix Nobel en 2020 pour une Française, Emmanuelle Charpentier, et une Américaine, Jennifer Doudna. Donc l'idée ici, c'est donc en rouge, vous avez la partie d'ADN anormale. On vient comme couper au ciseau, hein, c'est imagé, mais évidemment, on vient comme couper au ciseau la partie anormale qui se détache et on amène à la place l'équivalent normal de cette portion d'ADN qui est donc remplacée.
Voilà, pour finir, donc sur pourquoi en fait on fait tout ça et à quoi ça peut, quels sont les enjeux de santé derrière toutes ces études. Donc, comme disait Damien, l'idée c'est vraiment l'idée de la recherche transactionnelle, c'est-à-dire on part du patient, on fait des études en laboratoire et l'intérêt c'est que ça revienne à un moment donné, ça rebénéficie aux patients. Alors d'une part par des modifications, une meilleure stratification du risque d'avoir des maladies, des maladies rythmiques graves, essayer d'identifier quels patients pourraient être les plus à risque d'avoir une anomalie rythmique pour pouvoir les surveiller bien précisément, d'identifier des nouvelles cibles pour des médicaments, comme par exemple essayer d'avoir un médicament qui ciblerait un canal ionique précisément, et puis de nouveaux outils de diagnostic, donc comme par exemple des nouveaux gènes, des nouvelles séquences d'ADN à analyser pour savoir s'il y a des mutations particulières. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, nos experts sont là pour y répondre. Alors, tu y vas. Ah, vas-y. Oui, bonjour. Allumé. Vous m'entendez bien? Oui. Du coup, de ce que je comprends, ça touche plus souvent les ventricules ou les oreillettes, ce problème d'influx électrique? Alors, en fait, je dirais qu'en termes de fréquence, les anomalies qui sont au niveau des oreillettes sont beaucoup plus fréquentes. Il y a une des arythmies qui s'appelle la fibrillation atriale, qui constitue en fait des emballements électriques qui se situent au niveau des oreillettes, où les oreillettes sont complètement anarchiques, si vous voulez, et qui va toucher jusqu'à 2% de la population sur le temps d'une vie. Voilà. Par contre, c'est une arythmie qui est beaucoup moins grave que les arythmies dont on vous a parlé au niveau des ventricules. On a insisté sur les ventricules parce que c'est des pathologies cardiaques en plus héréditaires qui ont une conséquence qui est le risque de mort subite à des âges jeunes. Mais en termes de santé publique, effectivement, par exemple, la fibrillation atriale est très méconnue et pourtant, c'est une des causes d'AVC fréquentes, c'est une des causes d'insuffisance cardiaque. Et donc, effectivement, voilà. D'autres questions? Ma question, les extrasystoles sont-elles des anomalies conséquentes ou peut-on vivre avec sans trop de dommages? Alors, les extrasystoles, encore une fois, c'est un champ très très large. Les extrasystoles, qu'est-ce que c'est? C'est ça veut dire que c'est un battement prématuré qu'on a en plus. On a un battement régulier tous, tac, 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 etc. Et d'un seul coup, il y a une extrasystole, c'est-à-dire un battement qui arrive en plus. Ce battement, il peut venir de différents endroits dans le cœur, les oreillettes ou les ventricules. Et globalement, il y a des extrasystoles qui sont gentilles et on vit complètement avec sans problème. Et il y a des extrasystoles qui sont méchantes, beaucoup plus à risque. Je vais te dire, pour rassurer quand même l'auditoire, c'est 95% sont gentils. Donc c'est normal de ressentir des extrasystoles. Il faut simplement faire un bilan chez un médecin qui permet d'identifier que c'est celles qui sont gentilles. J'avais une petite question sur le mécanisme de CRISPR-Cas9. J'avais bien compris du coup que quand une base était mutée chez un
patient, on allait la remplacer par la bonne base. Mais du coup, ma question étant, comment on va faire pour modifier le génome chez la personne indirectement? Donc l'idée, c'est la question, elle est sur potentielle utilisation de ces IPS modifiés, en tout cas de ces cellules cardiaques dérivées d'IPS en tant que traitement, en fait, hein, c'est ça? Alors c'est évidemment une piste d'intérêt majeur, hein, sur lequel il y a pas mal d'équipes dans le monde qui travaillent. Donc on n'en est pas là, hein, bien sûr, mais il y a l'idée qu'on pourrait, par exemple, effectivement les modifier, faire une sorte de patch comme ça de cellules de cœur qu'on pourrait venir ensuite appliquer sur le cœur. Donc là, il y a des tests qui sont réalisés, pas chez l'homme pour l'instant, mais qui sont réalisés sur des modèles animaux. Et puis, d'autres idées peuvent venir de l'injection aussi de ces cellules. Donc ça, il y a beaucoup de tests qui sont réalisés. C'est très difficile de mettre ça au point pour que ces cellules qu'on a remis à fonctionner eh bien, atteignent bien le cœur, s'intègrent dans le cœur et puis fonctionnent bien à l'intérieur du cœur. En fait, il faut que si jamais elles se mettent dans la structure, dans le muscle cardiaque, eh bien, il faut qu'elles n'empêchent pas non plus, elles n'entraînent pas plus d'anomalies que de bénéfices, quoi. Mais c'est bien sûr, oui, une idée très importante et une piste de recherche très importante. Oui, autre question. Du coup, vous partez d'un patient qui a déjà une pathologie et vous créez les cellules de souche du cœur. Est-ce que, du coup, ma question, comme le cœur, c'est le premier organe qui est créé lorsqu'il y a l'embryon, est-ce que ça, c'est possible de le voir lors de la grossesse de la mère, qu'il y a un souci? Alors, qu'il y a un souci... Alors, c'est presque plus pour toi, là. Alors, il y a, comment dire, parmi les pathologies qui touchent le cœur, il y en a certaines, effectivement, qui peuvent être dépistées lors de la grossesse, mais ça va être plutôt des pathologies qui vont toucher sa structure en elle-même. Je vous ai montré tout à l'heure les cavités, oreillettes, etc. Il y a un certain nombre de pathologies où il y a des trous entre les cavités, où il y a des échanges, le ventricule droit et la place du ventricule gauche, etc. Ça, par échographie, ça se diagnostique. Pour les pathologies rythmiques comme ça, c'est pas possible. Voilà. Après, chez les gens qui ont cette pathologie-là, il y a alors c'est des discussions au cas par cas. Je fais très attention à ce que je dis parce que ça dépend de son histoire personnelle, etc. Et techniquement, ce qui serait possible, c'est de faire des diagnostics préimplantatoires quand bien même on a envie de le faire. Attention. C'est-à-dire regarder si on a la mutation génétique qui est à l'origine du syndrome qu'on a et est-ce qu'on va la transmettre à son enfant. En revanche, il faut que ce soit une maladie pour laquelle on est sûr qu'il y a un gène responsable de cette maladie et il faut que cette maladie, entre guillemets, soit grave au point d'entraîner un retentissement pour l'enfant. Sinon, on se lance quand même dans des choses très lourdes pour les familles. Alors, oui, alors, disons que ça dépend des troubles du rythme. Pour ces pathologies quand il y a plusieurs fois dans la même famille, la même histoire, on a quand même toutes les raisons de penser que c'est génétique. Simplement, on n'a pas toujours encore de réponse. C'est-à-dire, on n'a pas la réponse pour le patient de dire vous avez telle anomalie génétique. Peut-être qu'il y a une anomalie génétique, mais avec Nathalie nous a parlé du champ de la connaissance qu'on a actuellement. Peut-être que c'est dans le champ de la connaissance qu'on n'a pas encore, effectivement. Donc dans certains cas, on a la réponse, on dit c'est ça qui pose problème. Dans d'autres, c'est des pathologies pour lesquelles on n'a pas encore tout compris. On le pense, puisque on a le frère, la sœur, etc. Tous ont le même problème, donc là on a les raisons de penser qu'il y a quelque chose de génétique. Mais peut-être dans une zone qui est inexplorée actuellement, on va dire.
J'ai dit, moi, je suis dans ce cas-là. On a découvert il n'y a pas très longtemps. Oui. Plus ventricule gauche, ventricule droit, enfin, la totale, quoi. Et aux recherches génétiques, on ne trouve pas. Oui. On n'a pas trouvé de... Alors, en fait, cause. ouais, comme vous dites, pour chaque pathologie, alors le syndrome du QT long, par exemple, dont parlait Nathalie tout à l'heure, on retrouve quasiment quasi-totalité des patients, on leur dit c'est telle anomalie, on va la rechercher dans votre famille, etc. Et il y a d'autres pathologies, les cardiopathies arythmogènes du ventricule droit, par exemple, où on a une anomalie génétique uniquement dans 50%. Et effectivement, dans votre cas, on ne retrouve pas forcément quelque chose dans le champ de ce qu'on connaît. Mais je suis plutôt, on va dire, jeune dans la discipline, mais il y a des choses, déjà, il y a 4-5 ans, on disait, on n'a pas d'anomalie, et puis la génétique évoluant, on refait des tests plus actuels, et on redresse des diagnostics pour 10, 20, 15% des patients. Donc c'est tout l'objet de ce pourquoi on travaille ensemble. Je peux peut-être compléter. Il y a une maladie qui s'appelle le syndrome de Brugada. C'est un peu l'objet des dernières études de génétique, un peu de type New Age, parce que justement, ils ont commencé à découvrir que finalement, il y a peut-être aussi non seulement les variants rares, les anomalies rares, mais aussi une grosse importance de l'accumulation d'anomalies fréquentes, donc qu'on a tous, mais qui, chez quelqu'un, lorsqu'elles sont toutes présentes, augmente de plus de 60 fois le risque d'avoir la maladie. Donc en fait, tout ça, c'était pas recherché avant. On recherchait pas on recherchait dans des gènes qu'on pensait être responsables, et donc on allait regarder au niveau génétique que dans ces gènes-là. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, il faut séquencer tout le génome pour pouvoir avoir éventuellement une réponse plus précise. Pour compléter encore sur ce sujet qui est intéressant, en fait, on se rend compte que, effectivement, c'est pas forcément seulement les gènes qui sont mutés, donc responsables de la pathologie, mais il y a aussi tout un nombre de parties de l'ADN qui sont responsables de la régulation des gènes. Et donc, en fait, on se retrouve avec des pathologies qui sont liées à des zones, non pas dans le gène, mais dans leur zone régulatrice. Et donc là, il y a tout un champ encore de pathologies dont on trouve la cause, entre guillemets, de cette manière-là. Oui, mais est-ce que, par exemple, dans une famille où il y a plusieurs pathologies, mais chaque personne n'a pas la même, est-ce que c'est toujours un seul gène qui n'est pas correct, qui peut créer plusieurs pathologies, ou en gros, il y a plusieurs gènes qui ne vont pas bien? Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, alors effectivement, déjà il y a des milliers de gènes. Donc l'ADN est composé de milliers de gènes, donc chacun peut avoir une de ces mutations et ces modifications de leur codage. Donc en fait, on peut avoir chez un frère et une sœur des anomalies complètement différentes déjà. Et après, il y a aussi la deuxième notion effectivement que Nathalie m'évoquait, c'est que une même modification génétique peut entraîner différentes pathologies pour différents membres de la famille. Il y a un gène qui s'appelle SCN5A qui est cher à l'Institut du thorax parce que l'Institut a beaucoup travaillé dessus, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, et où en fait on peut se retrouver chez certains patients avec le syndrome du Brugada et des patients qui vont faire des troubles du rythme, c'est-à-dire des pertes de connaissance. Et puis chez d'autres, des ralentissements de la fréquence du cœur. Donc l'inverse, pas des emballements, mais des ralentissements. C'est un exemple, mais effectivement, c'est possible. J'avais une question par rapport au défibrillateur. Combien de temps un patient peut garder un défibrillateur? Est-ce qu'on peut l'avoir toute sa vie? Et à partir de quel moment il faut envisager des greffes cardiaques? Alors, je ne sais pas si ça peut être une solution. Est-ce qu'à un moment donné, le défibrillateur n'est pas suffisant et il faut aller sur des traitements plus lourds? Alors, pour le défibrillateur, donc il est là. En fait, voilà, je voudrais différencier deux choses pour répondre. Le défibrillateur, il est là pour restaurer le rythme cardiaque par un choc électrique en cas d'emballement qui survient à un temps donné avec un risque à un temps donné.
S'il fonctionne, c'est-à-dire que si le choc électrique fonctionne, le rythme revient à la normale, et après, le patient reprend sa vie habituelle. D'un point de vue technique, actuellement, les défibrillateurs, ils ont une durée de batterie qui est entre 10 et 14-15 ans selon le matériel, hors problème bien sûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on change le boîtier tous les 10-15 ans. Donc on peut avoir un défibrillateur toute sa vie, simplement il y aura des réinterventions pour changer la batterie. Et la greffe cardiaque, ça s'adresse plutôt à des gens qui vont avoir une fatigue du cœur. Alors ça peut être lié à des trous du rythme, mais pas trop pour ce type de pathologie-là. Donc c'est un peu un champ différent. Ça reste très rare pour ce type de pathologie. Nathalie, tu as présenté les résultats, de très beaux résultats sur ces IPS et ce qu'on fait avec. Ce qu'il faut quand même savoir, enfin à mon avis, ces cellules, on les obtient par différenciation de cellules qui sont d'origine embryonnaire, enfin ou pseudo-embryonnaire. On recrée un embryon en fait au départ. C'est une cellule embryonnaire. Est-ce que les canaux ioniques dans tes cellules sont tous présents et est-ce qu'ils sont atteints dans tes cardiomyocytes, est-ce qu'ils ont atteint un degré de maturité suffisant pour avoir la représentation de l'ensemble des canaux ioniques et pour dire qu'ils reflètent, que tes cellules reflètent réellement des cardiomyocytes adultes? Alors, c'est effectivement un des aspects de cette technique. En tout cas, très certainement en 2D, c'est très marqué. Effectivement, on ne mime qu'une phase embryonnaire du développement cardiaque. D'accord ? Donc on récapitule, il y a quand même beaucoup de canaux ioniques qui s'expriment, mais c'est un élément qu'on prend nous en compte dans nos hypothèses de recherche aussi. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup en fait au rôle, à l'origine développementale de maladies du rythme. En fait, on pense que bien qu'elle s'exprime à l'âge adulte, eh bien, dès le développement, il peut y avoir des petites dérégulations qui ensuite s'enchaînent par une expression de la maladie à l'âge adulte. Il faut quand même dire que les modèles 3D, les modèles d'organoïdes, améliorent beaucoup la maturité de nos cellules. Donc, on ne s'approche certainement pas d'une cellule adulte, mais on va de plus en plus vers ça. Et c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que là, c'est un effort, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus par beaucoup d'équipes de recherche qui sont spécialisées dans la mise au point de protocoles de différenciation. Et donc, qui travaillent beaucoup sur ces histoires de maturation des cellules, effectivement. C'est un point extrêmement important. Et je pense qu'il faut le savoir et il faut le prendre en compte dans nos questions de recherche. C'est une question un petit peu plus sur un bébé qui a eu une tachycardie supraventriculaire à 280, qui ne présentait pas de malformation cardiaque. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rester un cas isolé ou est-ce que c'est quelque chose qui va nécessiter un traitement médicamenteux ou une intervention chirurgicale, par exemple? Alors là, je vais prendre des pincettes en vous répondant parce que si ça correspond globalement à quelqu'un de votre entourage, chaque cas est vraiment ultra spécifique. Donc malheureusement, je ne peux pas vous répondre précisément. Les tachycardies supraventriculaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand l'emballement de la fréquence cardiaque vient non pas des ventricules, mais supraventriculaires, c'est-à-dire au-dessus des ventricules. Il y en a plein différentes, celles qui viennent des oreillettes, celles qui viennent de la jonction entre l'oreillette et les ventricules. Et donc pour répondre, ça dépend vraiment du type de tachycardie supraventriculaire. Quand même, il y a un grand nombre, en termes de fréquence, mais encore une fois, ça dépend du cas, il y a un grand nombre de tachycardies qu'on observe chez les bébés qui vont régresser d'elles-mêmes avec la maturation progressive. Donc voilà, ça reste en termes de fréquence une régression spontanée sans qu'on ait forcément besoin d'intervenir au décours. Ça arrive qu'on intervienne, mais une grande majorité des cas, ce n'est pas nécessaire.
Oui, bonjour. Pour revenir sur la question des défibrillateurs, la possibilité de mettre donc ceux que vous nous avez présentés d'un type ou de l'autre, quel risque éventuel peut-il y avoir à la mise en place des capteurs qui vont inévitablement, je pense, du côté du cœur, à l'intérieur du cœur? Est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée à des infections virales éventuellement? Alors c'est une très très bonne question. Effectivement, j'ai pas parlé des risques dans mon topo, mais il y en a. Et le choix justement d'un type de matériel par rapport à l'autre dépend du risque qu'on estime. Alors parmi les risques qu'il existe, vous parlez du risque infectieux, c'est celui qui nous fait le plus peur. Et effectivement, c'est un risque qui existe sur des infections microbiennes, staphylocoques, etc. Et c'est un risque qu'on a en tête chez tout le monde, mais particulièrement, plus on est jeune dans notre existence, plus on a au cours de l'existence risque d'avoir une infection X ou Y au cours de sa vie, qui peut se greffer sur les sondes qui vont à l'intérieur du cœur. Et donc, ça fait partie de notre quotidien de traiter ces infections, où souvent on doit retirer le matériel. Ça reste rare quand même sur la proportion des gens qu'on implante, mais ça fait partie des choses qu'on a à prendre en charge. Et le défibrillateur sous-cutané a l'avantage, par rapport au défibrillateur endocavitaire, en cas d'infection, il y a des possibilités d'infection, c'est juste sous la peau et ça ne va pas à l'intérieur du cœur. Donc ça se retire beaucoup plus facilement. D'accord. Le capteur détecte à distance, je dirais. Le défibrillateur sous-cutané, il est devant le thorax, ouais. Et donc il, entre guillemets, capte à distance. Et vous faites la transition sur... Là, je vous ai fait pour le défibrillateur sous-cutané, et maintenant, je vais vous faire pour le défibrillateur endocavitaire. Effectivement, on imagine bien que si on enregistre le signal électrique sous la peau, il ne va pas être d'une aussi bonne qualité qu'à l'intérieur des cavités cardiaques. Et donc, c'est l'inconvénient, c'est qu'il y a un risque un petit peu plus important, mais les boîtes de défibrillateurs bossent là-dessus, de moins bien détecter. Et donc, il y a tout un pan aussi de, OK, le cœur s'accélère, mais est-ce qu'il s'accélère avec une arythmie qui nécessite un choc électrique? Les arythmies qui viennent des oreillettes n'ont pas besoin d'avoir un choc électrique, par exemple, par rapport à une arythmie qui vient des ventricules. Si vous faites un effort et que vous êtes à 200 battements par minute en train de faire un effort de course à pied, il ne faut pas recevoir un choc électrique. Bon, ça, c'est tout un champ. Moi, par exemple, j'ai fait ma thèse justement sur ces algorithmes de discrimination entre les rythmes normaux et anormaux sur les défibrillateurs. Et donc voilà, là-dessus, les défibrillateurs endocavitaires sont meilleurs. D'accord, merci bien. On va avoir le temps pour 2 questions encore. Merci. Est-ce que vous pourriez donner des éléments sur les taux de guérison, si guérison il y a, pour les arythmies? Alors là, c'est ultra complexe de vous répondre parce que, encore une fois, ça dépend du type d'arythmie. Si je reste sur les cardiopathies héréditaires, qui est quand même, disons, sur le plan de la recherche qui nous intéressait particulièrement là ce soir, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de traitement curatif. En revanche, avec les traitements et avec la surveillance, il y a des patients qui ont ce syndrome-là, mais avec les médicaments, par exemple dans le syndrome du QT long, le risque de récidive des événements est pour quelqu'un qui prend bien son traitement rarissime. Pour certains types pour le QT long le plus fréquent. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, et puis pour les autres arythmies. Alors pour les autres arythmies, ça dépend. Hein, la guérison, de toute façon, non, ça n'existe pas. Mais sous traitement, l'objectif, c'est le contrôle des symptômes. Majoritairement, on y arrive, mais quand même, il y a des cas particuliers où ça peut être très compliqué. Bonsoir. Est-ce qu'un électrocardiogramme normal peut quand même cacher des problèmes de troubles du rythme dans les familles où il y a eu plusieurs cas de problèmes cardiaques?
Alors, la réponse c'est est-ce qu'un électrocardiogramme normal effectivement dépiste toutes les pathologies cardiaques? Eh bien non, ça suffit pas à diagnostiquer parce qu'il suffit qu'on soit en dehors du moment où il y a le trouble du rythme et on ne diagnostiquera pas. Et il y a un certain nombre d'outils diagnostiques qui nous permettent par des tests pharmacologiques de dépister ces pathologies-là. Par exemple, tout simplement faire un effort ou alors faire des tests avec certaines drogues qui reproduisent ces anomalies, comme l'adrénaline, comme l'ajmaline, c'est des médicaments qui reproduisent et qui vont augmenter la sensibilité à diagnostiquer ce type de pathologie. Donc quand il y a des histoires familiales vraiment très très graves, on est amené à faire ces tests-là. On ne peut bien sûr pas faire ça sur la population entière. J'ai peut-être une question, c'est juste pour illustrer, Nathalie, le modèle que tu nous as montré tout à l'heure, combien de temps ça a pris avant de mettre en place ces IPS, de diagnostiquer, de faire la différenciation sain versus pathologique et la restauration. C'est pour vous illustrer le temps que ça a pris. Je veux bien que tu nous parles. Oui. Alors, un projet de recherche comme ça, alors surtout quand il y a de la mise au point technique, sans problème, il faut compter au moins 4 ans, sachant que la mise au point technique prend beaucoup de temps déjà. Ensuite, il y a les résultats. Et la partie publication des résultats est extrêmement longue, puisqu'elle est très compétitive, c'est très, très difficile de publier maintenant. Donc voilà, ça prend parfois presque autant de temps de publier que de faire l'étude. Donc on en est, c'est très long, très cher. Merci à tous les deux pour ce partage, pour cette soirée qui, a priori, a intéressé notre auditoire compte tenu du nombre de questions très précises que vous avez pu poser à nos collègues. C'est la fin de cette deuxième soirée. Du fond du cœur, merci pour votre présence. On vous donne rendez-vous pour les 2 prochaines conférences en novembre, le 13 novembre pour le cholestérol et le 11 décembre au sujet des anévrismes cérébraux. Pour vous inscrire, un seul site internet, institutduthorax.org. Et puis, vous pouvez aussi passer par le programme de ce soir que vous allez retrouver à la sortie, sur lequel il y a des QR codes qui vous permettent d'accéder directement au formulaire. Merci encore. N'oubliez pas de compléter les questionnaires d'évaluation qui permettent de comprendre, de faire mieux la prochaine fois et de répondre à vos attentes. Merci encore, bonne soirée et bon retour à vous.